Pour l'âne? Bah, on la prendra pour après. Je vais la garder dans ta poche? Ah, t'as pas de poche. Tu veux que je mette dans ma poche? Oh, j'ai l'impression d'avoir fait 1000 fois cette vidéo, c'est un truc de fou. Coucou! Ah. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente, mais limite trop parce que ça fait 1000 ans que je veux tourner cette vidéo et ça fait 4 fois que je la tourne, 4 fois que ça plante parce que soit il n'y a pas d'espace sur mon portable, soit il n'y a plus de batterie ou je sais pas trop quoi à l'ordinateur. Il y a toujours un problème. Là, avec mon compagnon, on a vidé mon portable, on a tout transformé sur l'ordinateur. Donc là, on va respirer un coup. Il y a une colocataire qui promène dans ma maison une araignée juste au-dessus de moi. J'observe, je regarde où elle va au cas où je n'ai pas envie qu'elle me rende visite pendant la vidéo. je dédicace un petit peu cette vidéo pour ma fille qui a 2 ans aujourd'hui. Et en fait, ça m'a ramené à il y a 2 ans en arrière, donc pile poil, jour pour jour. Du coup, c'était un moment tellement merveilleux, rempli d'émotions, rempli de plein de choses. Quelque chose d'unique finalement qu'on ne s'imagine pas vivre avant de l'avoir vécu. J'arrive pas à trouver le mot en fait. Il faudrait que je recherche sur le dictionnaire le mot pour symboliser, pour représenter finalement ce qu'on ressent quand on vient de donner naissance. Je fais ce parallèle là parce qu'en fait cette vidéo que je suis en train de tourner concernant en fait la communication, eh bien il y a cette communication verbale et non verbale qu'on a lorsqu'on rencontre le nouveau-né pour la première fois physiquement, quand on le tient dans les bras et qu'on le regarde et que lui aussi nous regarde. C'est unique et il y a toute cette communication chargée d'émotions qui se transmet mutuellement et je trouve ça magnifique et j'ai hâte de tourner la vidéo sur mon accouchement et sur tout ce qui s'est passé quand ma fille était nouveau-née, tout ce qu'on a pu échanger, enfin voilà. Alors comme à mon habitude, je vais me dévoiler et je vais vous transmettre toutes les solutions que j'ai trouvées pour atteindre mes objectifs. Donc l'objectif dont je vais vous parler dans cette vidéo, mon objectif c'était avoir une communication saine avec ma fille et donc une relation sereine avec elle. Alors je vais dans un premier temps vous expliquer toutes les étapes de ma transformation personnelle en termes de communication, donc tout ce que j'ai pu travailler sur moi-même, puis les différents moyens de communication, les différents outils de communication que j'utilise avec ma fille, que j'ai utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui. Et pour chaque méthode, je vous expliquerai en quoi chacune d'entre elles est utile et positive. Vous êtes prêts? C'est parti? On y va! Alors je tiens à préciser, à souligner que toutes les entreprises que j'ai pu prendre concernant l'éducation que j'ai envers ma fille, c'est vraiment personnel. Si j'ai décidé d'utiliser certains outils, c'est vraiment de tous les enseignements que j'ai pu tirer de ma vie, de mon expérience de vie, qui m'ont poussé à proposer ce style de vie, ce style d'éducation et c'est propre à nous, avec le papa, c'est propre à nos valeurs, c'est propre à notre décision. Petit à petit, on s'est posé, on a dit bon, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à notre fille, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais c'est en aucun cas un mode d'emploi, ce que je vous propose. C'est vraiment ce qui a fonctionné pour nous et ce qui a été cohérent pour nous, ce qui avait du sens en fait. Parce que ça peut très bien ne pas avoir de sens pour certaines personnes en se disant bon ben non, nous on n'a pas forcément besoin de ça parce que on a ce style de vie qui fait que on a cet environnement, je sais pas moi, ces valeurs là, cette culture là qu'on a envie de proposer. On a tous des cultures qu'on a envie de transmettre différentes et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux parce que finalement le but de cette chaîne c'est aussi de pouvoir s'exprimer autour de la communication, d'ailleurs communiquer, voilà tout simplement, et d'être libre de vivre la parentalité qu'on a envie de vivre et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. C'est riche, c'est plein de valeurs, donc pas de culpabilité et que de la bienveillance, c'est le but de cette chaîne. Je crois que je vais mettre des lunettes de soleil. Ouh, j'en peux plus. Donc on va commencer par le début, par le commencement. Donc c'est il y a 15 ans, 20 ans en arrière quand j'étais adolescente. Et quand j'étais adolescente, je voyais que le manque de communication et l'instauration au sein de ma famille, donc avec mes parents, mes frères et sœurs, certains tabous et certaines choses qu'on ne pouvait pas communiquer, certaines émotions qu'on devait retenir, on ne pouvait pas vraiment être soi-même, ça m'a beaucoup dérangée et finalement, j'ai vu que ça a eu un impact fort dans la confiance en moi. Et finalement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour libérer mes émotions, pour libérer finalement la Nathalie, la vraie Nathalie qui sommeillait en moi et qui s'est enfin réveillée
est et là qui s'exprime petit à petit et de plus en plus et je suis heureuse vraiment de connaître ma vraie personnalité, ma vraie personne. Je suis plus épanouie, je suis plus en amour avec moi, je me respecte plus, je suis plus tolérante envers moi-même et ça c'est un plus mais énorme. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je pouvais pas être moi-même durant toutes ces années et en fait en étant adolescente, je dis non mais là c'est stop quoi. Et donc il y a eu plein de révolutions en moi personnelles qui se sont passées et aujourd'hui j'ai 34 ans et ça continue encore. Je demande que ça. Je travaille énormément sur moi et du coup pour moi c'était inconcevable que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Petit point vraiment à souligner, mon père et ma mère m'ont transmis, je parle que en mon nom parce que j'ai des frères et sœurs mais je parle en mon nom, mes parents, mon père et ma mère m'ont transmis ce qu'ils ont pu me transmettre et ils nous ont transmis des valeurs merveilleuses à côté de ce manque de communication. Le manque de communication, certes, ça a été quand même quelque chose de très crucial dont j'ai manqué, mais je trouve que à côté de ça, ils ont fait de leur mieux et je les remercie énormément parce que quand je sais dans quoi ils ont baigné, dans quoi ils ont vécu, on va dire c'était un peu un environnement un peu tyrannique dans lequel ils ont vécu eux deux, les deux, je trouve que quand même ils se sont pas mal sortis du tout, ils nous ont transmis quand même des valeurs très 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 belles et je les remercie énormément. Mais voilà, c'est vrai que leur culture les ont poussés à être ce qu'ils ont été envers nous et je pense qu'ils ont fait de leur mieux, ils ont donné ce qu'ils ont pu, donc il n'y a aucun problème là-dessus, je les respecte énormément, je les aime de tout mon cœur, mais voilà, il y a eu ce hic et encore un point à souligner, je sais très très bien que je ne suis pas parfaite envers ma fille, et loin de là, et franchement, c'est pas du tout ce que je veux transmettre à travers cette chaîne. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on fait des erreurs, et tant mieux. Moi, c'est en faisant des erreurs que j'ai appris. La vie m'a enseigné énormément de choses par rapport à mes erreurs que j'ai faites. Donc finalement, ce n'est pas des erreurs, ce sont des expériences qui nous ont conduit à réaliser certaines choses, des remises en question et agir de façon différente pour transmettre des choses nouvelles, des choses qui sont plus en accord et alignées envers nous-mêmes. Donc du coup, finalement, les expériences de vie nous conduit à apporter du mieux dans nos vies. Donc je peux dire merci finalement à l'expérience que j'ai vécue pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc du coup je suis très heureuse et très ok avec tout ce que j'ai pu vivre. Je suis en amour avec ma vie, avec mon parcours de vie, avec la femme que je suis aujourd'hui et la maman que je suis. Et la compagne que je suis, et la sœur, et la fille, et la cousine, et la tante, et l'amie aussi que je suis. Je suis heureuse. En tout cas je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux dans tous les domaines et je sais que mes parents aussi ont fait de leur mieux. Et en parallèle, donc comme je vous ai dit précédemment, je suis donc diplômée auxiliaire de périculture, donc je travaille dans diverses structures d'accueil de la petite enfance. Et en fait, à travers toutes mes expériences professionnelles, je m'apercevais finalement de la complexité que représentait la communication. Quand je communiquais, l'enfant ne comprenait pas forcément ce que je disais et vice versa. Moi, je ne comprenais pas forcément ce que disait l'enfant. C'est vrai qu'on n'a pas le même langage. On ne parle pas de la même langue finalement. On ne parle pas la même langue, pardon, finalement. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait une importance cruciale à s'attarder sur le sujet de la communication auprès des enfants. Et en fait, j'ai fait des découvertes stupéfiantes et j'ai considérablement changé mon approche avec l'enfant. Mais en fait, tout ce que j'ai pu changer au niveau de mes approches avec les enfants, c'est aussi tout ce que j'ai pu changer vis-à-vis de l'adulte. Parce que quand j'ai lu le livre, par exemple, le livre Écoutez son enfant pour qu'il vous parle et parler à votre enfant pour qu'il vous écoute, je sais plus c'est quoi le titre, à chaque fois je confonds. J'ai pu remarquer qu'en fait tout ce qu'on adresse à l'enfant dans la communication, en fait si on fait le parallèle avec ce qu'on adresse à notre compagnon ou autre, à un ami par exemple, à un frère, une sœur, à un proche, en fait c'est la même chose et en fait c'est bien de se mettre à la place, donc d'abord de l'empathie pour finalement comprendre ce que reçoit l'enfant dans notre attitude et dans nos paroles. Et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup permis de me remettre en question et de comprendre finalement que l'enfant a certaines capacités qui n'a pas encore acquéri pour comprendre ce qu'on peut lui communiquer dans nos émotions, dans le message qu'on veut transmettre. L'enfant cérébralement, il n'est pas en capacité de comprendre, il est dans une immaturité des émotions. Voilà, tout ce qui est notion de caprice, tout ça, c'est banni de mon vocabulaire et ça fait des siècles que c'est banni en fait parce que je comprends finalement comment ça fonctionne dans le cerveau d'un enfant et rien que de le comprendre, je suis plus tolérante en fait
au début de ma carrière. J'agissais d'abord de façon instinctive, de par mes schémas éducatifs, de par toute l'éducation que j'ai pu recevoir. Mais ma démarche, c'était toujours d'apporter de la bienveillance envers l'enfant. Donc du coup, j'avais toujours quand même une démarche assez positive. Puis, avec l'expérience qui m'a poussée à me remettre en question, j'ai compris qu'il fallait que je change, que je me forme, que je m'initie à de nouvelles pratiques, à de nouvelles méthodes d'éducation. Et en fait, ces nouvelles méthodes, ça me semblait vraiment pas familier parce que du coup, c'était pas familier. J'étais pas été éduquée comme ça. Je n'ai pas été éduquée comme ça. C'était pas du tout naturel pour moi. Mais en même temps, ça me semblait tellement cohérent et avec du sens que je me suis dirigée vers ces pratiques volontiers parce que j'avais vraiment envie de changer, d'apporter du mieux dans ma vie, du plus, quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. Finalement, j'ai revu ma pratique pour me réajuster et pour être plus juste envers l'enfant. Je suis très heureuse d'avoir vécu en fait toute cette expérience auprès des enfants pour finalement m'apercevoir les points sur lesquels je devais travailler et je l'ai fait et j'en suis très heureuse parce que je continue à le faire et je continue à m'améliorer chaque jour. Donc du coup, je suis une meilleure version de moi-même chaque jour. J'ai changé aussi mon attitude vis-à-vis de mon entourage, mon compagnon, la gestion des émotions. Enfin, le principal point sur lequel j'ai travaillé, c'est la gestion des émotions et la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et de nous-mêmes en tant qu'adultes, notre patience, notre tolérance. Tout ça fait que je me sens changer en mieux en fait. Et depuis ma grossesse, j'ai toujours voulu que ma fille me fasse confiance, que notre relation soit basée sur de la confiance, sur de la sérénité, sur quelque chose de paisible, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse discuter de tout. J'avais la meilleure volonté du monde. Après, je ne dis pas que notre relation va être la plus belle au monde. Pour moi, on a une très belle relation, on a une relation saine. Là, aujourd'hui, elle a 2 ans. Mais je sais très bien que je ne propose pas la meilleure des éducations, la plus parfaite. Mais pour moi, elle est alignée à moi, elle est alignée à mes valeurs et elle est alignée à ma personne profonde en fait. C'est ça que j'ai envie de communiquer. Les parents proposent une éducation et puis l'enfant il prend ce qu'il a à apprendre et puis tout le monde finalement se construit à travers cette relation. Je suis très satisfaite de ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a aucune culpabilité à avoir, il n'y a que de la bienveillance. Donc voilà, je pense que c'est le plus important déjà dans un premier temps d'être en accord avec la personne avec qui on fonde la famille, que ce soit une compagne, un compagnon, enfin voilà, le coparent. Il faut que le coparent soit... Elle est où l'araignée? Je la vois plus. Bon, je vois plus l'araignée. Ah là 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 là. Allez, c'est parti, je vais vous énumérer les différents outils que j'utilise au quotidien avec Nélia pour communiquer avec elle. Et je vais vous dire les bienfaits de façon globale de chaque méthode que j'emploie. Allez, c'est parti. Alors, premier point, donc première méthode de communication, je lui parle depuis qu'elle existe dans mon ventre. Donc oui, ça peut paraître un peu foufou pour certaines personnes, mais moi, c'est très important de communiquer avec elle de façon émotionnelle, de façon tactile, de façon verbale. Je communiquais avec elle, je lui transmettais quelque chose. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans mes 9 indispensables pendant ma grossesse, pour moi, c'était important de lui communiquer quelque chose de positif, d'agréable, de doux, de serein pour qu'elle puisse baigner littéralement dans son liquide amniotique dans quelque chose de serein. Et aussi, en fait, dès que je ressentais une émotion négative, je lui communiquais, je lui disais, écoute, là, il s'est passé ça, donc je ressens ça par rapport à ça. Je ne dis pas qu'un enfant perçoit les mots et qu'il comprend tout ce que je dis, mais en revanche, je pense que l'intention que je mets dans les mots et le son de ma voix, je pense déjà, le son de ma voix et tout ce que je communique, c'est surtout ça, c'est l'émotion qui est captée. Donc d'avoir le son de ma voix et d'être rassurante et tout, pour moi c'était important donc de communiquer pendant la grossesse et d'employer plusieurs méthodes comme l'aptonomie, comme le chant prénatal, comme plein de choses qui permettent, plein d'outils, de méthodes qui permettent de communiquer avec l'enfant pendant la grossesse. Pour moi c'est vraiment très beau parce que finalement, ça lui fait prendre conscience de son existence. Même si on ne l'a pas en face de nous, dans nos bras, dans nos mains, on lui adresse quand même une part d'existence. Enfin, on lui accorde sa présence
on manifeste sa présence en lui parlant et en lui disant bah oui, tu es avec nous. Après voilà, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Moi en tout cas, c'était vraiment mon truc, c'était de parler, même si ça paraissait un peu foufou vis-à-vis de certaines personnes. Moi, je m'en fiche, c'est comme ça que j'avais envie de faire. C'était vraiment personnel, c'est vraiment une démarche qui me parlait beaucoup. Et quand je regardais des reportages, enfin, à la maison des maternelles ou autres, qui parlaient d'autonomie, même des documentaires, des reportages, enfin tout ce qui se passe pendant la grossesse, donc pendant que l'enfant grandit, pour moi, c'était merveilleux de connaître toutes ces étapes-là et d'avoir mis en place tout ce que j'ai mis en place avec le papa. Donc pour moi, ben, voilà, c'était le premier mode de communication, le premier outil, c'était pendant la grossesse. Le deuxième outil, c'est la langue des signes bébé. Alors, c'est une méthode que j'ai découverte dans une des structures dans lesquelles j'ai travaillé quand j'étais auxiliaire de puériculture. Et donc, du coup, je me suis renseignée sur cette pédagogie. J'ai fait beaucoup de recherches. Je n'ai pas suivi de formation proprement dit, mais j'ai fait mes propres recherches personnelles et c'est à travers mes recherches personnelles que je me suis formée, je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos et du coup j'ai acquéri un petit vocabulaire qui m'a permis de m'initier en fait à la langue des signes bébé avec ma fille depuis qu'elle est née. Depuis qu'elle est née, quand c'est possible, quand je ne l'ai pas dans les bras, de signer les mots que je dis à l'oral en fait. Donc toujours accompagné. Bon, je ferai une vidéo sur mon vécu par rapport à la langue des signes bébé et les bénéfices que j'en ai tirés. Mais tout ce que je peux vous dire principalement, globalement, c'est que parler en langue des signes bébé évite la frustration et je le confirme. Ça a beaucoup évité la frustration dans le langage de la communication parce que ma fille finalement, elle pouvait nous signer ce qu'elle avait envie de nous communiquer et ça a été vraiment quelque chose de très positif. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas, tapez sur internet langue des signes bébé, il y a beaucoup de vidéos. Moi c'est Little Bunbao que je suis régulièrement et qui propose des signes et qui vous explique voilà comment signer avec bébé. Donc du coup je vous recommande vivement Little Bunbao. Elle est chouette, elle est top, je l'adore trop cette meuf. Que du bonus pour la langue des signes bébé. Alors le troisième point, c'est la verbalisation. En fait, mettre des mots sur ce que l'enfant vit, mettre des mots sur ce que l'enfant voit. Et du coup, nous, on mettait des mots, mais en plus, on le signait. Dès qu'on connaissait le signe associé, on signait aussi. Donc ça faisait un double langage finalement. Et en fait, de tout verbaliser. De une, ça élargit le vocabulaire de l'enfant. De deux, ça lui fait prendre en compte que l'enfant existe et qu'on lui accorde de l'importance. Donc du coup, ça valorise l'enfant et ça lui permet d'avoir une meilleure confiance en lui. Et aussi, c'est rassurant pour l'enfant de savoir qu'il y a un mot associé à un bruit. Admettons si l'enfant il est vraiment nouveau-né, qu'il entend un klaxon dehors ou qu'il entend un bruit qui n'est pas familier, hop, le parent rassure en disant ah tiens, ça c'est le lave-linge qui est en train de tourner, t'inquiète pas, on est là, enfin voilà, de le rassurer. Tout verbaliser, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui avec ma fille. Elle a un vocabulaire maintenant qui est de plus en plus large. Voilà, aujourd'hui, elle s'exprime bien. Donc voilà, il y a beaucoup de bénéfices à verbaliser parce que l'enfant, hop, il vous surprend et il a retenu ce que vous avez dit la veille ou l'avant-veille. Elle me dit, ah tiens, c'est la robe en jean. Puis d'un coup, tu réalises que finalement, elle a associé le mot à l'objet. Et puis d'un coup, voilà. Donc de verbaliser, de tout dire, pour moi, il y a du sens. Alors, 4, soutien à l'autonomie. Je parle de soutien à l'autonomie dans une vidéo qui concerne la communication parce que quand on parle à l'enfant, qu'on communique verbalement, on communique aussi physiquement, donc c'est le langage non verbal. Et en fait, ce que j'ai mis en place avec ma fille, et j'en suis très heureuse, c'est en fait de lui communiquer qu'elle peut avoir confiance en elle. Et par exemple, quand elle rampait, je l'encourageais, mais je n'étais pas là à la manipuler sans arrêt, à la remettre sur le dos, sur le ventre, enfin voilà. Elle explorait en fait son monde toute seule et en fait, je place ce point-là, donc ce 4e point dans la communication parce que c'est ce qu'on communique physiquement et verbalement dans notre attitude et donc le soutien à l'autonomie, on le communique finalement. Et moi, je aménageais l'espace pour que l'enfant soit en sécurité physique et en même temps, dans ma communication, je lui adressais aussi une sécurité affective dans le sens où j'étais là quoi qu'il arrivait et donc tout était en sécurité, on avait mis des petites barrières et tout que mon frère m'avait offert, si tu passes par là Francky, gros bisous, pour séparer donc l'espace cuisine avec l'espace salon. Elle rampait, elle faisait un peu sa vie mais je lui communiquais que j'avais confiance en elle et c'était dans mon attitude, dans mes paroles que je lui adressais une confiance profonde et c'est pour ça que je mets dans la communication parce que soutenir l'autonomie à l'enfant c'est lui permettre de dire on est là, t'as
base de sécurité est là, donc moi, son parent, je parle à mon nom, mais le papa, il a toujours été là aussi, mais je parle à mon nom. Ta base de sécurité affective est là, ta base de sécurité physique est là, je suis là, je t'observe, oui. Vas-y, déplace-toi, je sais que tu es capable, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà, d'adresser des mots finalement positifs, ce sera du coup un point aussi que je vais aborder. Mais voilà, de lui dire, tu es capable, vas-y, montre-moi et tout. Mais si tu as besoin, je suis là. Voilà, de lui expliquer qu'on est là. Moi, je sais que j'ai tout aménagé pour que tu sois en sécurité. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, le 5e point, donc comme je disais précédemment, s'adresser de façon positive à l'enfant. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand on aménage un espace et qu'on sait qu'il ne va pas être en danger, on est du coup amené à s'exprimer positivement. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, si l'enfant n'est pas en danger, on n'est pas à le reprendre en disant « Non, fais pas ça, non, touche pas ça, oh, attention, non, oh là là, non, non, non ». Si tout l'espace est aménagé pour qu'on n'ait pas amené à dire « Oh non, et tout, au secours, et il va se faire mal », ben finalement, on s'exprime positivement. Et quand l'enfant est plus grand, qui commence à marcher, qui touche à tout et tout ça, on peut lui dire « Non, finalement, tu n'es pas en mesure de toucher ça parce que ben, soit ça te met en danger, parce que c'est fragile et tu peux te blesser avec, soit ben, j'ai pas envie que tu touches parce que c'est mes affaires et que j'ai pas envie que tu abîmes mes affaires ». De toujours proposer quelque chose de positif. J'ai pas envie que tu touches au verre parce que tu risques de le casser, mais en revanche, je donne un verre en plastique, tu pourras boire tranquillement avec et tu ne risques pas de te blesser, tu ne risques pas de le casser. Et puis si tu fais tomber de l'eau, au pire, c'est pas grave, mais voilà. Donc toujours proposer une alternative positive. Moi j'ai une anecdote là récemment où ma fille en fait elle était assise sur son siège, un réhausseur qu'on a installé sur une chaise d'adulte, donc une chaise normale. Et en fait il est en tissu et s'amusait à le déchirer. Du coup je l'ai vu déchirer, donc elle me regarde, elle me fait oui je veux déchirer et tout. J'ai dit bah écoute ça, je suis pas d'accord que tu le déchires, mais en revanche, donc je suis partie chercher dans ces feuilles de coloriage, tout ça, il y avait des feuilles volantes et du coup j'ai dit si tu veux, tu peux déchirer la feuille si tu as envie de déchirer, tu vois. Au lieu de m'acharner à me dire non, 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 tu arrêtes de faire ça, t'arrêtes de faire ça, de dire non, tu n'as pas le droit, mais en revanche, tu peux déchirer la feuille. Donc en fait, toujours trouver une alternative. Je dis pas de détourner l'émotion. J'ai vu une naturopathe pour Nélia qui m'expliquait qu'en fait, faut laisser l'enfant aller au bout de son émotion. Non, ça c'est interdit. Là, je te mets un cadre, c'est rassurant d'ailleurs pour l'enfant de mettre un cadre, des règles et tout ça, c'est interdit, mais si tu veux, tu peux déchirer ça. En fait, faut pas considérer l'enfant comme quelqu'un qui veut nous embêter. Par exemple, les tempêtes émotionnelles que vit mon enfant, ce ne sont pas des caprices, c'est juste qu'il se passe plein de choses dans son cerveau qui font que émotionnellement, elle affronte toutes ses émotions, elle est traversée par ses émotions et du coup, c'est à nous de l'accompagner. Après, il faut avoir des outils justement, il faut connaître, il faut se renseigner. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous renseigner, vous, à faire vos propres recherches, mais vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de franchir le pas et de vous renseigner. Il y a plein de vidéos maintenant, il y a plein de sites qui sont assez sérieux. Je me renseignerai sur les sites qui me semblent en tout cas cohérents, qui disent des choses assez justes et je vous les mettrai soit en barre d'infos et si je ne les ai pas trouvés, ben, je vous les communiquerai dans de prochaines vidéos. En tout cas, la maison des maternelles, je trouve qu'ils sont majoritairement justes. Après, c'est sûr qu'il y a certains avis tranchés de la part de certains professeurs, de la part de certains médecins. Ils ont leur avis sur certaines choses. On est d'accord ou pas, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube La Maison des Maternelles et de visionner certaines vidéos qui vous questionnent. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais après, voilà, vu que je me renseigne énormément sur tout ce qui tourne autour de la petite enfance, j'ai mon avis sur certaines choses et je ne vais pas copier-coller ce qu'on va me dire de faire. Il faut qu'il y ait quand même du sens pour moi. Alors, 6e point pour moi, qui est très 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 important, c'est de ne pas mentir à son enfant et de lui dire en fait tout le temps la vérité. Je ne dis pas qu'il y a tout à dire à l'enfant, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire à ma fille et voilà, c'est normal. Mais j'aimerais par contre qu'elle me fasse confiance. Que notre relation soit basée sur quelque chose de sain, de serein. Et c'est vraiment le titre de cette vidéo, c'est avoir une communication saine et avoir une relation sereine avec elle. Pour moi, il n'est pas plus important que de ne pas mentir à ma fille. Quand je la laisse chez la nounou, quand je la laisse chez ma soeur, quand je la laisse chez quelqu'un et que je dois partir, ou même quand je pars de la maison et qu'elle reste avec son papa, je lui dis, mais en aucun cas je vais partir en scred dès qu'elle tourne le dos. Ça, pour moi, après, encore une fois, on a chacun nos choix et on est libre de faire ce que l'on veut,
Mais pour moi, si je veux que notre relation soit basée sur quelque chose de sain et de serein, même si ça la blesse, j'ai envie, comme je vous ai expliqué précédemment, qu'elle aille au bout de son émotion et que, ben oui, à un moment donné, il y a des séparations. C'est dur les séparations, c'est vraiment des épreuves très 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 compliquées. Et c'est pour ça qu'il y a les doudous, c'est pour ça qu'on fait des rituels de séparation. Je préfère faire l'effort de faire des rituels de séparation et d'installer les doudous et d'expliquer à ma fille de prendre le temps pour qu'elle soit sereine et que finalement je puisse quitter la pièce sans aucun problème par la suite, plutôt que de prendre le risque qu'à chaque fois elle part en crise, qu'elle se dise non mais attends, elle est sérieuse là, elle est partie sans me dire qu'elle partait. Je savais même pas, j'étais pas au courant qu'elle partait. J'ai envie d'avoir une relation sereine et saine avec elle et ça passe par là de ne pas mentir, de ne pas la trahir. Et ça va de même quand je lui promets qu'on va au parc. Si je le dis, c'est pas pour la détourner. Il commence à faire vraiment beau et dès qu'on quitte la nounou, on se dirige vers le parc parce qu'il y a un parc qui est juste derrière chez la nounou. Quand elle est pas trop d'accord de partir de chez la nounou, je dis mais tu sais, on va aller au parc. Mais sauf qu'on y va au parc. Sauf qu'à contraire, d'un coup il se met à pleuvoir ou il se met à grêler ou je ne sais quoi. Dès que je dis que je fais quelque chose, je vais le faire parce que ça me semble évident et cohérent, c'est tout. En 7, ne pas avoir peur d'employer des mots élaborés. Je m'explique. Quand il y a un mot comme stéthoscope ou je ne sais quoi, dites-le. Ça élargira toujours le vocabulaire. L'enfant, il s'exprimera à sa façon. Mais au lieu de dire le bidule du docteur, le machin pour mettre dans les oreilles, stéthoscope. Oui, ce mot est dur. Oui, c'est pas courant qu'on dit stéthoscope à un enfant de 1 an. Sauf que il faut le faire en fait. Enfin, encore une fois, c'est selon moi. J'ai l'impression qu'on doit se mettre au niveau cérébral de l'enfant. Sauf qu'en fait, il grandira pas, il apprendra pas de nouveaux mots si on lui dit pas les nouveaux mots. Donc du coup, c'est dommage de ne pas employer le vrai mot associé à l'objet, associé à la situation, associé au métier. Il faut en fait se laisser aller et dire les vrais mots comme si c'était un adulte. Et d'ailleurs, donc en 8, ne pas avoir peur d'employer une autre langue que la langue maternelle. Ça sera toujours une richesse phénoménale d'avoir cette capacité à parler plusieurs langues, mais c'est phénoménal et franchement... Voilà, ma mère, si elle regarde cette vidéo, elle va me dire « Oui, ma fille, je suis désolée, ma fille !» Mais oui, maman, écoute, c'est comme ça, voilà, tu m'as pas appris ta langue maternelle, écoute, tant pis, mon père non plus. J'aurais pu avoir cette chance d'être trilingue, mais bon, voilà, écoutez... Je me débrouille bien en anglais, donc du coup, je parle des fois en anglais à ma fille. Pour moi, ça me semble cohérent. Ça élargit ses capacités cérébrales. Nélia, je lui parle en français depuis qu'elle est née. Mais des fois, autour d'un soin ou autour d'un jeu, je vais placer plein de mots en anglais et elle les répète. Puis elle les mémorise. J'attends rien d'elle. J'attends pas à ce qu'elle soit bilingue et moi, je le suis même pas d'ailleurs. Mais ce que j'ai en fait comme richesse, donc cette capacité de connaître une belle palette de vocabulaire dans la langue anglaise, je lui transmets. Pour moi, c'est une richesse que j'ai parce que la langue anglaise, c'est la langue internationale. Donc, internationale. Donc du coup, pour moi, parler en anglais, ça a été quelque chose d'évident. J'ai envie de lui transmettre ce que je peux. Puis il y a certains mots aussi que je découvre parce que des fois, je me pose la question, je dis « Ah tiens, comment ça se dit ça ?» L'autre fois, j'étais en train d'éplucher. Bon d'ailleurs, je sais même plus comment on dit. J'étais en train d'éplucher, je dis « Ah tiens, je vais chercher sur internet comment on dit éplucher. » En 9, je mettrai être à la hauteur de l'enfant quand on lui parle, quand on s'adresse à lui. Alors pour moi, premièrement, je n'ai pas envie d'avoir un effet de domination envers ma fille. Certes, je suis sa maman, je suis l'adulte, je suis la personne responsable d'elle. En revanche, je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'instaurer de la tyrannie, quoi. J'ai pas envie qu'elle sente que je la domine, mais à un point négatif. Je suis là pour instaurer des règles et des cadres, mais ma fille, je la considère comme une adulte en devenir. Je ne la considère pas comme quelqu'un d'inférieur à moi. Vu que notre relation est basée, selon moi, sur le respect, eh bien, quand je m'adresse à elle, c'est à sa hauteur. D'une part, elle va me regarder, elle est dans la relation parce que on ne parle pas comme ça, admettons la personne elle est là et on ne parle pas de dos quoi. Pour moi c'est important quand je lui adresse quelque chose de lui adresser physiquement, je la vois, je la regarde, je lui communique les choses dans mes yeux, donc c'est aussi intéressant finalement de regarder l'enfant et de se mettre à sa hauteur et d'observer si l'enfant a saisi. On écoute, on regarde, en fait il y a tous nos sens qui sont en éveil quand on communique. Alors en 10, je vais peut-être... éveiller en quelques personnes certains sujets sensibles, mais pour moi ça me semble aussi cohérent avec ma personnalité, avec ce que je veux transmettre à ma fille. L'enfant il nous répète en fait, il répète tout. Ce qu'on communique verbalement et non verbalement, finalement c'est ce que l'enfant va puiser en nous pour répéter par la suite. L'enfant est tout le temps dans l'imitation. Vu qu'on est une inspiration pour l'enfant, l'enfant il va puiser en nous pour après répéter. Et donc si on dit constamment des vulgarités, constamment des gros mots, des fois on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que l'enfant, finalement, il va être comme ça à notre image, de transformer les mots vulgaires en purée, ce que vous voulez. Après, oui, je suis comme tout le monde, il y a des fois où il y a des petits gros mots qui partent. Oups, le tout, c'est que ce soit pas
de façon intense au quotidien, où elle assiste à de la vulgarité, et de ce que j'adresse aussi au papa. Voilà, ça aussi c'est important. Au quotidien, je respecte beaucoup le papa. Et lui aussi me respecte beaucoup. Elle puise, elle va s'inspirer de notre relation pour reproduire, je pense, cette relation envers une autre personne, un ami, une amie. Et en fait, cette notion de respect au quotidien qu'on a avec le papa et qu'on adresse aussi à notre fille, on lui dit merci, on lui dit s'il te plaît aussi. Hein. Vous voyez cet effet de domination que je n'ai pas envie d'instaurer, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, c'est ça aussi. Je m'excuse quand j'ai besoin de m'excuser parce que j'ai eu un manquement envers ma fille. Ben, je m'excuse. C'est pas parce que je suis la maman que je ne dois pas m'excuser. Et en fait, je lui montre l'exemple quelque part. Je lui dis, bon ben, quand on fait une erreur, on demande pardon. Enfin, voilà, je lui signe encore. Je lui dis s'il te plaît. Enfin voilà, de lui montrer un peu que adresser de la politesse, c'est respecter l'autre. Alors en 12, considérer l'enfant comme un adulte en devenir. Donc je vais m'expliquer un peu plus. Tout à l'heure, j'ai fait référence à cette notion de considérer l'enfant comme un adulte en devenir parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, cet effet de domination, elle ne doit pas exister. Oui, je suis la personne qui met des cadres, qui met des limites, mais j'ai envie que tout ce que je lui apporte depuis qu'elle est enfant, donc depuis sa naissance, puisse lui servir à être une adulte épanouie, fière d'elle, en confiance, qu'elle ait une bonne relation avec son corps, qu'elle se respecte. Considérer l'enfant comme un adulte en devenir, c'est lui donner des bonnes bases pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est comme donner de bons engrais à une plante ou à un arbre pour qu'il puisse bien grandir, pour qu'il puisse bien déployer ses branches, ses feuilles, voilà, qu'il puisse bien grandir. Et du coup, pour moi, c'est la même chose. Donc du coup, avoir cette notion d'adulte en devenir, c'est lui communiquer tout à la base pour qu'elle puisse être en sécurité affective plus tard. Et enfin, la gestion des émotions. Alors je vais dans la communication parce que finalement, c'est ce qu'on verbalise physiquement et avec des mots. Ça permet d'exprimer ce qu'on ressent. Et avec Nélia, on a beaucoup travaillé sur les émotions, déjà avec les signes, le fait qu'elle ait peur, elle le manifeste bien. Et du coup, le fait de mettre en place plusieurs choses autour de l'émotion, ça permet à ma fille de savoir qu'elle peut exprimer ses émotions. Et pour moi, c'est très important qu'elle sache qu'elle puisse exprimer ses émotions. Pour moi, c'est la base. Quand elle me dit qu'elle a peur de quelque chose, je dis c'est très bien de me dire que j'ai peur. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ressentir toutes les émotions que tu ressens, tu as le droit. Et de lui donner cette opportunité, de l'autoriser à exprimer ses émotions, pour moi, c'est primordial. Et donc, du coup, de verbaliser en fait tout ce qu'elle ressent dans un premier point que j'ai énuméré précédemment, c'est aussi verbaliser les émotions et autoriser l'enfant à ressentir ce qu'il ressent. S'il pleure pour quelque chose qui ne nous semble pas pleurable, eh bien, c'est pas à nous de considérer que c'est valable ou pas en fait. Parce que nous, on n'a pas la même capacité cérébrale et émotionnelle en fait. Nous, on est mature au niveau des émotions. Eux, ils sont complètement immatures. Ils sont en pleine acquisition de plusieurs connexions neuronales dans leur cerveau qui font qu'aujourd'hui, ma fille qui a 2 ans, elle n'est pas capable de gérer ses émotions seule. Et donc, c'est à nous de l'accompagner. Donc, il y a beaucoup de livres dans l'accompagnement des émotions. Nous, en l'occurrence, on travaille sur les émotions avec Gaston. On travaille les émotions avec Gaston, Gaston la licorne, les émotions de Gaston. Je vous montrerai ça en image. Les émotions de Gaston, en fait, Gaston, c'est une licorne comme les autres, mais il vit les émotions, voilà, la colère, la tristesse, la honte, la peur, tout plein d'émotions. Et dans ce livre, il y a aussi des exercices de sophrologie pour se sentir mieux, plus serein et tout ça, et en fait d'autoriser l'enfant à dire mais oui, en fait il y a tous les enfants qui ressentent des émotions et en fait je suis légitime, donc elle est légitime en fait à ressentir ces émotions là. Donc pour moi c'est très important qu'elle sache et qu'elle puisse tout me dire. Certes, la maman est là pour écouter l'enfant, mais après qu'elle soit libre de trouver une oreille attentive, si c'est une amie, c'est une cousine, une tante, un oncle, qui elle veut. En tout cas, qu'elle sache que moi je suis une oreille attentive. Et c'est ça le plus important pour moi dans la communication, c'est qu'elle sache qu'elle peut trouver en moi une oreille, une épaule, oui voilà, une oreille, une épaule, des bras, des yeux, voilà, qu'elle puisse retrouver en moi tout ce dont elle a besoin pour s'exprimer, pour vivre sa vie la plus belle qu'il soit et lui accorder finalement une légitimité dans ce qu'elle est, dans la personne qu'elle est profondément. Et si elle n'aime pas quelque chose, j'accepte. Si elle ne veut pas faire quelque chose, je l'accepte. Et c'est comme ça que je veux que ma fille continue à vivre, c'est qu'elle ne soit pas soumise à vivre une vie
que la société impose, que les injonctions nous imposent et qu'elle soit vraiment elle, qu'elle soit vraiment la Nélia qu'elle a envie d'être. Et ça commence dès la naissance. C'est comme ça que je le vis, voilà, je le répète, c'est comme ça que je pense la communication, c'est comme ça que je vois la relation qu'on peut avoir avec un enfant. Chacun, comme je dis, est libre de vivre la parentalité qu'il veut et tant mieux. Et franchement, je suis trop curieuse de savoir si vous voulez bien me dire en commentaire ce qui est important pour vous, voilà. Ce qui est vraiment important pour vous dans la communication, ce qui vous est profondément crucial dans la transmission de vos valeurs et de votre culture à travers la communication. Donc ça peut être le chant. Moi j'ai une amie qui est chanteuse et qui a pratiqué le chant prénatal et qui chante encore à son bébé. D'ailleurs Sonia, si tu passes par là, gros bisous. Et voilà, chacun a envie de transmettre, mais c'est par rapport à notre personnalité qu'on transmet les choses. Et du coup voilà, j'ai les frissons rien que d'en parler. Pour moi c'est trop beau, c'est trop magnifique. Si quelqu'un est passionné de moto et qui a envie de faire, écouter le vroom de la moto pendant la grossesse et à la naissance, voilà, qui familiarise l'enfant avec tout ce qui est autour de la moto et tout, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous importe le plus dans la communication avec votre enfant et ce que vous avez envie de transmettre de merveilleux et qui vous importe et qui est très important pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si vous avez des personnes dans votre entourage qui vont accoucher ou qui viennent d'accoucher, enfin qui vont être parents ou qui sont jeunes parents. N'hésitez pas à transmettre la vidéo. En tout cas, moi, je vous prépare encore plein de vidéos. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé sur cette vidéo. Ça faisait longtemps, comme je vous ai dit, j'ai rencontré plein de problèmes techniques, je suis dégoûtée. En plus, à chaque fois, je me suis dit, je me coiffe comme ça, je m'habille comme ça. Et là, les gars, voilà, vous avez cette coiffure, voilà, qui est très basique. Alors que des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien me coiffer pour les vidéos, bien me maquiller. Bon, me maquiller, non, je mens pas du tout parce que je me maquille jamais. Voilà, être un peu fraîche. Après 4 tentatives, me voilà ainsi, coiffée comme ça, habillée comme ça. Il fait beau aujourd'hui, je suis en t-shirt, on est bien, on est au soleil. Les box sont toujours d'actualité. Je suis trop heureuse de composer ces box saines pour des parents sereins, des box 100% françaises, 100% saines, 100% locales, des choses utiles en fait que je rassemble dans une seule et même box pour satisfaire des personnes qui attendent un bébé, qui viennent d'avoir un bébé, pour les mamans ou les futures mamans qui ont envie de prendre soin d'elles mais au naturel, avec des produits éco-responsables, sains, qui vont plaire à vos papilles gustatives mais pas que. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée et une très belle parentalité. Je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, à bientôt!